Val, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Donc, tu es arrivé au tout début, donc on vient juste de démarrer notre programme et bien sûr, ça s'inscrit dans la suite de ce que nous avons commencé il y a quelques temps. Donc là, nous sommes à la session 3. Je crois que c'est la session, enfin, c'est l'une des sessions les plus denses du programme et je suis convaincu qu'ici, il y a énormément de matière à apprendre. D'accord? Et sur cette session-là, je n'ai jamais demandé ça. Je vous encourage vraiment, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, à prendre des notes. Parce qu'ici, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de choses à comprendre, à capitaliser. Et c'est des choses qui sont très variables selon le contexte. Ok? Je vais vous montrer la méthode, mais vous allez voir que peut-être pour ceux qui vont participer à d'autres programmes de simulation, par exemple sur la valorisation des immeubles commerciaux, par exemple, vous allez voir que la même méthode appliquée va avoir une forme plus ou moins différente, ok? Une forme un peu ajustée. D'accord? Donc, je vous conseille vraiment de prendre des notes pour ceux qui vraiment prennent ça au sérieux. C'est très très intéressant comme méthode. D'accord? Donc, on va démarrer et par bien sûr une petite présentation de ce qu'on va voir. Donc, on va voir bien sûr toujours un rappel des bonnes pratiques, les IPF. Quand vous voyez les IPF, il s'agit bien sûr du référentiel de bonnes pratiques qu'on a abordé au tout début. D'accord? On va voir comment calculer le WACC, d'accord, qui est, on va dire, l'un des éléments centraux de cette méthode. D'accord? Donc, cette méthode, le WACC, si vous vous gourrez sur cet indicateur, soyez-en sûr que votre valorisation a de fortes chances d'être très fausse. Ok? Parce qu'on peut avoir quelque chose de faux, mais faux un peu avec une marge d'erreur. Ok? Mais ici, si vous vous trompez vraiment sur cet élément, ça va être très faux. D'accord? Parce qu'il suffit d'une simple variation pour que ça ait un gros impact sur la valorisation globale. Et c'est pourquoi, justement, il y a en deuxième lieu, on va voir ce qu'on appelle la sensibilité. En anglais, on appelle ça le sensitivity analysis. D'accord? On va faire un test de sensibilité, c'est-à-dire que en faisant varier cet indicateur-là, ok, quel sera l'impact sur la méthode enfin, sur la valorisation globale. Ok? Donc c'est très très important de prendre cet aspect vraiment à bras le corps, comme on dit souvent. Ok? Donc ici, pardon. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va également voir? On va voir également la sensibilité sur ce qu'on appelle le taux de croissance. D'accord? Le taux de croissance ici, annuel, des cash flows. C'est un élément aussi important qui a beaucoup d'impact sur la valeur de l'entreprise. On va voir comment calculer le free cash flow, ok, avec un exemple un peu guidé. Puis en troisième lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir vraiment un exemple détaillé où on calcule le WACC. D'accord? On va voir le WACC dans deux situations. Comme je dis toujours, quand on fait la valorisation d'une société, il faut toujours se poser la question. Toujours, toujours et toujours. Est-ce que c'est une société qui a de la dette ou pas? Parce que ça a une très grande incidence sur beaucoup de choses. Ok? Encore plus dans cette méthode-là. Dans l'autre méthode, l'incidence, on la voyait qu'après avoir calculé la valeur de l'entreprise. Ici, l'incidence, même avant de calculer la valeur de l'entreprise, ça a déjà un impact, ne serait-ce que sur le WACC. Parce que le WACC, lui aussi, il prend en considération la notion de dette dans sa formule. On va voir ça par la suite. Comment, en fait, justement, ça impacte grandement le taux utilisé pour l'actualisation. OK? On va voir le FCF, d'accord? C'est le Free Cash Flow. Ça, c'est la traduction anglaise, c'est le Free Cash Flow. La Terminal Value, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, quand je parle de Terminal Value, il s'agit tout simplement de la valeur du projet, ou bien la valeur résiduelle de l'investissement ou du projet à une date donnée, d'accord? Qui correspond à ce qu'on appelle l'exit date. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous, notre fonds d'investissement, j'ai investi dans une société avec pour but de quitter la société dans 10 ans. Ok? Donc pour nous, la terminal value sera calculée au bout des 10 années, ou bien au bout de la 11e année. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et croyez-moi que la terminal value, la plupart du temps, elle représente presque 80%, enfin, entre 60 et 80% de la valeur globale de la société. OK?
Ça, c'est une seule valeur, mais à elle seule, elle représente, on va dire, 60 à 80% de la valeur de l'entreprise. Donc, c'est une valeur où il ne faut pas se tromper. Il faut surtout pas. D'accord? Et après, bon, on va voir ensemble dans des exercices d'application tout ce qu'on va discuter là maintenant. Ok? Donc, pour commencer justement notre sujet, d'accord, on va aller droit au but. Donc, l'Income Approach, comme je dis, c'est la méthode de DCF par excellence. Donc, c'est la principale méthode lorsqu'on veut actualiser les flux de trésorerie. Comme j'ai dit, en fait, pardon, je crois que, ok. En fait, dans cette méthode-ci, il y a des dérivés de cette méthode-là. Ceux qui vont participer, par exemple, à des sessions qui portent sur la valorisation de ce qu'on appelle les actifs intangibles, vous allez voir un dérivé de cette méthode. D'accord? On parle de cash flow, on parle d'actualisation, on parle de beaucoup de choses, mais la formule, elle est un peu différente. Ok? La formule n'est pas aussi complexe qu'ici. C'est une formule beaucoup plus simplifiée lorsqu'on parle de la valorisation des actifs intangibles. Quand je parle d'actifs intangibles, c'est par exemple les patentes, les droits d'auteur, tout ce que vous voulez. Ok? Donc, c'est très très important de capitaliser là-dessus. Ok, ça c'est la formule, on va dire, mathématique. Ok, cette formule-ci, elle peut très vite être induite en erreur pour ceux qui n'ont pas fait les mathématiques à la base. D'accord, mais il faut quand même la voir au moins une fois. Ok, dans tous les bouquins de finance, tous les bouquins même de mathématiques, cette formule-ci, vous la verrez. Ok, ceux qui ont déjà fait mathématiques financières, ceux qui ont déjà fait finance d'entreprise, ceux qui ont déjà fait contrôle de gestion, vous avez forcément vu cette formule-ci quelque part. D'accord? Enfin, c'est une formule qui découle des mathématiques qu'on appelle le logarithme népérien. Ok, c'est un peu lié à ça. D'accord? Et les sommations, tout ce qui va avec. C'est une formule qui vient de là. D'accord? Et ici, bien sûr, on vous dit que la terminal value, voilà également sa formule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur terminale est intimement liée toujours au dernier cash flow. Ça, c'est quelque chose ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, il faut retenir ça. C'est que lorsqu'on veut calculer la terminal value, supposons on a un projet sur lequel on s'est engagé pour 5 ans ou bien 10 ans. Ok, on va prendre 5 ans. Donc, on va déterminer les free cash flow, c'est-à-dire les FCF qu'on a vu tout à l'heure, sur les 5 années. Jusque-là, on est bon. Maintenant, pour déterminer la terminal value, on reprend la valeur de la cinquième année. C'est sur cette valeur qu'on fait certains calculs pour avoir la terminal value. D'accord? Donc, on utilise le taux de croissance, on ajuste avec le WACC. On va voir tout ça par la suite. Ça, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, maintenant, déjà, la première question à se poser en tant qu'analyste, c'est en réalité, quand est-ce qu'on utilise cette méthode-là? Parce que pour valoriser une société, on ne choisit pas une méthode juste comme ça. Ou bien on ne choisit pas une méthode parce qu'on est à l'aise avec la méthode. On choisit la méthode appropriée. Ok? Donc, la plupart du temps, on utilise cette méthode lorsqu'il s'agit d'une société qui est profitable. D'accord? J'ai insisté beaucoup là-dessus durant les sessions précédentes. C'est pour des sociétés profitables, c'est-à-dire des sociétés qui ont une certaine maturité. Ok? Je vais prendre des sociétés comme les Amazon, etc. C'est des sociétés qui ont une certaine maturité, qui sont suffisamment profitables. Ok? Et une société avec une certaine visibilité sur ses budgets. Et justement, c'est des sociétés matures qui ont souvent une grande visibilité sur leur budget. D'accord? Les petites sociétés, pour la plupart du temps, ok, ils vont essayer d'avoir un budget sur un an, d'accord, mais pas plus que ça, parce qu'ils n'ont pas une grosse visibilité déjà sur leur structure, sur leur évolution, etc. Mais les sociétés qui sont déjà stables, peut-être même sur 20 ans, ils peuvent avoir déjà des plans établis. Ok? Donc, ici, comme j'ai dit tantôt, on va raisonner beaucoup plus sur des horizons temporels, on va dire à moyen et long terme. D'accord? Bon, maintenant, après, la notion de moyen et long terme, ça dépend de tout un chacun. Sauf que la plupart du temps, ok, quand on parle de moyen et long terme, ça tourne autour de 5 ans. Ok? 5 ans, un peu plus, on va aller jusqu'à 8 ans, un peu moins, on va aller jusqu'à 3 ans. Donc, la plupart du temps, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Maintenant, une fois l'analyste a déterminé cette méthode-ci, ok, il faut se poser la question de savoir quelles sont les composantes de cette méthode. D'accord? Il y a trois grandes composantes. Ces composantes-là elles vont également se décomposer en sous-composantes. On va voir ça par la suite. La première composante, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le free cash flow. D'accord? C'est le flux de trésorerie disponible à chaque période.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons on est en train de faire une valorisation avec des cash flows futurs, par exemple sur 10 ans. Donc, on doit déterminer les FCF, les free cash flow, année par année. D'accord? C'est les flux de trésorerie disponibles. D'accord? Après, bien sûr, un certain nombre d'ajustements sur l'activité opérationnelle de la société. On verra tout ça, il n'y a pas de souci. Un autre gros élément important, c'est le WACC, donc on ne cesse d'en parler. Ensuite, la terminal value. D'accord? Comme j'ai dit, c'est la valeur à la dernière période de détention de l'investissement ou bien du projet. Ok? Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle toujours, donc pour ceux qui étaient là depuis le début, en matière de bonnes pratiques, d'accord, ce qu'on appelle les méthodes de recoupement. Toujours. Donc, vous aurez toujours une méthode que vous allez décider d'utiliser pour votre valorisation. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle une méthode de recoupement. Ce qui est bien, c'est qu'on va prendre un exemple d'une société qu'on a déjà fait. OK? Donc, la société qu'on a utilisée dans la session 2, on va utiliser la même société dans la session 3. D'accord? Pour qu'on puisse comprendre réellement à quoi consiste le recoupement et quel est l'impact lorsqu'on a des écarts importants et qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? D'où l'intérêt de conserver la même entité, comme ça on garde le fil. Ok? Donc, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Avant d'avancer, est-ce qu'il y a des questions? Ok, je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage, je ne vois rien du tout dans le live. Ok, c'est comme ça que vous allez faire après. TikTok va me bloquer le live. S'il vous plaît, essayez d'interagir avec le live d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que quelques secondes de temps en temps. Sinon, TikTok, vous allez voir, là, il va sauter à un moment donné. Ok, donc s'il n'y a pas de questions jusque-là, donc on va bien sûr avancer vers le calcul du WACC. D'accord? Le WACC en français, c'est le coût moyen pondéré du capital, ou en anglais, le Weighted Average Cost of Capital. Ok? Donc, c'est ça la signification. Et voici également la formule à connaître. D'accord? J'insiste là-dessus. C'est une formule à connaître en tant qu'analyste financier. Moi, je me rappelle, en étant à l'université, on nous disait de retenir cette formule par cœur parce que vous, durant l'examen, quand on vous demande de l'appliquer, si tu ne la connais pas par cœur, les carottes sont cuites, hein. Parce qu'une fois que tu rates cette formule, tout ce que tu vas faire après sera faux. Et imagine, tu as tout un exercice qui dépend de ça, tu ne connais pas par cœur, allez, donc c'est mort, quoi. Donc ici, vous allez voir que la formule a deux grandes composantes. D'accord? Il y a un premier bloc ici qui est lié à la partie capitaux propres. D'accord? Comme j'ai dit tantôt, on prend une situation où il y a une société qui a à la fois des actions, d'accord, des capitaux propres et des dettes. Donc, on est dans cette configuration-là. Ici, dans notre formule, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura un bloc qui correspond à, comment dire, à la pondération des capitaux propres et un autre bloc qui correspond à la pondération du coût de la dette. D'accord? Donc, et pour le premier bloc, d'accord, ici, le KE que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le coût des capitaux propres. D'accord? Et il faut également calculer cela. Et ça aussi, une formule et une méthode de calcul. D'accord? La méthode la plus connue, c'est celle-ci. D'accord? C'est la méthode du CAPM, ok? Du Capital Asset Pricing Model. D'accord? C'est une méthode très très connue et très très utilisée. Il y a d'autres méthodes, hein, mais je ne veux pas vous bourrer le cerveau avec ça. Il y a d'autres méthodes pour calculer cet indicateur-là, pour calculer le KE. Ok? Donc, ce qui est important, c'est de connaître l'ensemble des paramètres. Parce que en tant qu'analyste financier, vous allez voir, hein, un analyste financier qui construit un modèle de valorisation, vous allez voir qu'il y a toute une feuille Excel pour répondre uniquement au calcul de cet indicateur. Et croyez-moi que chaque élément de la formule doit être justifié par l'analyste, doit être analysé, doit être expliqué avec des sources fiables. D'accord? Donc, ici, par exemple, vous allez voir que pour certains, il y a des données qui sont publiques,
ok? Donc c'est facile à avoir. Et pour d'autres, c'est des données où il faut faire un peu de statistiques, un peu de calcul. D'accord? Je vais vous montrer par exemple celles qui nécessitent des calculs statistiques. Il y en a une ou deux maximum. Ok? Donc, la première, le RF. Donc, on va partir d'abord du détail des éléments qui constituent le coût des capitaux propres. D'accord? Le KE. Ouais, c'est l'élément le plus important. Pour le coût de la dette, c'est très facile, hein. Pour la partie dette, il suffit d'avoir le taux d'intérêt de la dette et à ça, on applique l'impôt sur les sociétés. Tout est bon. La formule, elle est terminée. Donc, c'est pourquoi, même dans les bouquins, hein, même dans les livres et tout, on n'insiste pas trop sur cette partie-là parce qu'elle est trop facile. Même quelqu'un qui n'a pas d'expérience, juste à force de faire une fois, deux fois, cette partie-là, elle est facile à calculer. Par contre, le premier bloc est souvent très difficile parce qu'il faut aussi justifier chaque élément qu'on prend. Donc, ici, dans le KE, il y a ce qu'on appelle le RF. Vous verrez ça également dans tous les bouquins de finance. C'est ce qu'on appelle le taux sans risque. D'accord? Le taux sans risque, c'est le taux des bons trésors d'État, la plupart du temps. Ok? Donc, c'est l'équivalent. La plupart du temps, vous allez voir que les taux que les analystes utilisent, c'est ce qu'on appelle les taux des bons de trésor. D'accord? En France, vous avez par exemple le taux des obligations d'État à long terme. Ça peut correspondre à ça. Ok? Et la plupart du temps également, ça avoisine, hein, par expérience, avoisine toujours les 3%. Donc 3, quelque chose, ou bien 2, peut-être 8 ou 9. Donc ça avoisine les 3%, ce RF. Ok? Ou bien pour ceux qui ne veulent pas trop aller trop loin dans les analyses, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le taux des banques centrales, le taux d'intérêt de la banque centrale. Donc, et chaque année ou bien chaque période, souvent les banques centrales mettent à jour leur taux d'intérêt. Donc, soit ils vont dire c'est 3,5 et aussi, hein, la plupart du temps, ça tourne autour de 3. Même les taux d'intérêt des banques centrales, ça tourne autour de 3. Ça peut augmenter pendant un moment. Après, ils essayent de ramener cela en utilisant bien sûr certains leviers. Ok, bon, ça c'est un autre débat. Maintenant, il y a un deuxième élément qu'on appelle le bêta. D'accord? Je ne vais pas trop insister sur cet élément dans ce programme. Ce sera une donnée pour nous. D'accord? Mais c'est un élément également très très complexe à calculer. Extrêmement complexe. Ok? Ça relève de la statistique un peu appliquée pour pouvoir déterminer ce paramètre-là. D'accord? Enfin, notre application, vous allez utiliser ça comme donnée. Ok? C'est quoi concrètement le bêta? Le bêta, c'est la sensibilité en fait d'un actif par rapport au marché. Je vais prendre un exemple réel. Ok? Imaginons vous achetez les actions vous avez des actions dans votre portefeuille. D'accord? Votre portefeuille, par exemple, vous avez des actions de Apple. Ok. Donc, l'action de Apple par rapport à toutes les autres sociétés du marché va avoir, par exemple, un bêta de, je dis n'importe quoi, de 1. D'accord? 1, parfois, c'est l'idéal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre actif ne bouge pas beaucoup par rapport au marché. Ça veut dire que votre actif n'est pas trop volatile par rapport au marché. Ok? Plus il est bas, ok? Plus il est proche de zéro, mieux c'est. En tout cas, en termes de volatilité, ça dépend maintenant du profil de chaque investisseur. Donc, ça veut dire que tu n'es pas trop exposé en termes de risque, c'est-à-dire que si le marché prend des directions contraires à ce que toi tu as prévu, tu ne seras pas trop impacté. Pourquoi? Parce que son bêta est proche de zéro. Mais quand le bêta dépasse 1, ça devient alarmant pour tout le monde. Même 1,1, ça commence à devenir un sujet de réflexion pour les investisseurs. Et imaginez, parfois, j'ai déjà vu, hein, des portefeuilles avec un bêta de 2. Alors là, c'est autre chose. Il suffit que le marché fait semblant d'aller dans une direction opposée à la vôtre, tout le monde rentre dans la panique. Ok? Donc c'est un peu ça, comment dire, l'effet du bêta en termes d'analyse du risque, en termes de volatilité sur les marchés financiers. Comme j'ai dit, je ne veux pas aller dans le détail parce qu'il y a d'autres programmes. Il y a un programme où on va parler exclusivement de ça. Alors là, je peux vous assurer que c'est un sujet très complexe, très intéressant. Il y a un programme uniquement pour ça. Quand on va faire les programmes de simulation thématique, ça porte sur le bêta, carrément. Ok? Donc, comme j'ai dit, pour nous, ce sera juste une donnée pour l'instant, mais j'ai expliqué le principe. D'accord? Maintenant, il y a cet élément entre parenthèses, RM et RF. RM, c'est ce qu'on appelle le risque de marché.
D'accord? C'est-à-dire quel est le risque sur le marché dans son ensemble à l'état actuel ou bien au moment où on est en train de faire la valorisation. Maintenant, la différence avec le RF, c'est ce qu'on appelle la prime ou bien la rémunération additionnelle liée au marché, c'est-à-dire le fait d'investir naturellement dans un actif ou bien dans ces actions-là, on a naturellement une certaine rémunération due au fait qu'on investit dans ce marché-là. OK? Donc, on va dire, c'est un risque supplémentaire. Et bien sûr, pour ceux qui comprennent la notion d'investissement, un risque veut dire force aussi une rémunération associée. En finance, c'est connu, hein, c'est dire celui qui prend plus de risques aura forcément plus de rémunération s'il est chanceux ou bien s'il est favorable par rapport au marché. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on parle de risque, il ne faut pas forcément voir ça négativement. En finance, c'est pas comme ça. Le risque également associé à ça, une rémunération. Plus tu prends de risque, plus tu auras une rémunération. Bien, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas perdre. Tu vas perdre, mais le moment venu, lorsqu'il y aura de la rémunération, tu seras forcément très très bien rémunéré par rapport au marché. Ok? Le PR, d'accord? Comme j'ai dit précédemment, le PR, d'accord, c'est ce qu'on appelle la prime de risque liée à la taille ou bien à la liquidité, d'accord? C'est pas un élément qu'on applique à toutes les sociétés. On applique ça beaucoup plus aux petites sociétés, d'accord? Ou bien ce qu'on appelle en finance small cap, d'accord? Des petites sociétés, des PME, etc. Gros risque, gros profit. Exactement, c'est ça, c'est un principe financier qui est très connu, hein. Tu prends du risque, tu auras du profit. Tu prends pas du risque, tu n'auras rien. Donc c'est ce que ça veut dire. Tu ne perds rien, mais tu n'auras rien. Donc en gros, c'est ça. Tu peux prendre du risque, tu perds, mais quand il sera temps de gagner, bien d'avoir des gains, tu auras également des gros gains. C'est un principe très connu en finance. Maintenant, l'autre élément, enfin, c'est pas vraiment un élément à proprement parler, mais c'est cette formule-là. Vous allez voir que ça découle de la grande formule qui est plus haut. Ok, ça démontre tout simplement la structure du capital. Ok, c'est une pondération de la structure du capital. Comme je vous ai dit, en finance, quand on parle de capital, il ne faut pas se limiter aux capitaux propres apportés par les actionnaires. Il y a également la dette, ok, qui intervient dans l'activité de la société. Donc, d'où l'importance de parler de cette pondération-là. D'accord? Donc, c'est un élément très simple, hein. Il suffit de faire le total des capitaux propres divisé par le total capitaux propres plus dette. D'accord? Le tour est joué. Donc, on va pas, c'est pas une formule extraordinaire, quoi. Comme j'ai dit, le plus tricky ici, c'est le KE. D'accord? C'est lui qui pose souvent des problèmes, c'est lui qui est difficile à calculer et c'est lui qu'il faut beaucoup justifier. D'accord? Tous les paramètres que tu prends, tu dois devoir justifier. Tu dois expliquer dans un mémo de valorisation. Toujours. OK? Donc, on va appliquer ça par la suite tout à l'heure. On va faire tout simplement, on va voir un exemple ici, hein. OK? Donc, je vous présente par exemple ce cas de figure. Supposons qu'on a Tech Vision, ok? On vous demande de calculer son WACC. On verra par la suite sur Excel, hein, comment ça se calcule et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est juste pour vous présenter rapidement. Donc, le RF, donc vous voyez par exemple, quand je mets ici une note comme quoi c'est fourni, ça veut dire que c'est une donnée qu'on peut avoir facilement sur Internet. D'accord? C'est une donnée qu'il suffit de chercher sur Internet, sur des bonnes sources, vous aurez l'information. D'accord? Vous allez sur les sites des banques centrales, etc. Vous cherchez sur des plateformes très connues comme les Bloomberg, Reuters, etc. Vous allez forcément avoir l'information. Donc la plupart du temps, on l'a. Le bêta également, c'est une source très très connue, là qu'on appelle Damo Daran. J'ai toujours du mal à prononcer ça. Même au travail, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prononcer ça. C'est une plateforme qui s'appelle Damo Daran qui récapitule justement le bêta par activité, par industrie, par secteur, par pays, par zone géographique, donc tout ce que vous voulez. Ça nous reprend le bêta en prenant en considération plusieurs paramètres ou bien plusieurs situations. Ok, c'est également une source facilement à avoir. D'accord, les informations sont facilement accessibles. Ici, bon, le bêta, bon, c'est pareil. La prime de risque, ok, la prime de risque ou bien prime de marché, c'est vrai qu'on dit fourni, mais en réalité, c'est calculé. D'accord? C'est vrai qu'il faut avoir la prime, enfin, le risque lié au marché et le taux sans risque. L'un est fourni et l'autre, bon, c'est aussi fourni, hein, il suffit d'avoir
sur des sites de référence pour avoir l'information. Bien sûr, quand je dis site de référence, ça ne veut pas dire que c'est des sites gratuits, hein. C'est des sites où il faut payer les accès, donc comme les Bloomberg, les Reuters, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est pas accessible au grand public comme ça. Il faut payer pour avoir des accès. Ok? La prime de taille, ça c'est vrai qu'on dit que c'est fourni, mais la plupart du temps, il faudra déterminer, ok? En tenant compte bien sûr des caractéristiques propres à la société, bien sûr, plus sa taille, ok? En appliquant bien sûr la formule qu'on a vue tout à l'heure, vous allez voir qu'on commence par calculer le KE, toujours, d'accord? C'est l'élément le plus important. On commence à calculer le KE et on ajoute bien sûr la prime liée à la taille, bien sûr, ou bien la prime d'illiquidité s'il le faut, d'accord? En matière, ça c'est aussi quelque chose que je voulais rajouter. Là, je vous ai présenté comment dire, les éléments, on va dire ça comme ça, les éléments cruciaux, ok, on va dire quasi obligatoires. C'est-à-dire que dans la formule, il faudrait qu'on retrouve, lorsque vous faites vos fichiers Excel en tant qu'analyste, on doit retrouver au moins ces éléments-là. Maintenant, en tant qu'analyste, selon la situation, selon le marché, selon la conjoncture, etc., il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte, d'autres primes de risque. D'accord? Imaginons par exemple, vous partez investir dans des actions d'une société dans un pays en conflit. Ok? Ce n'est pas une situation normale. Ça veut dire qu'il y a des primes de risque additionnelles à rajouter par rapport à cet investissement-là. D'accord? Donc c'est comme ça en fait qu'il faut raisonner. Là, on vous présente en fait des éléments quasi obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir ces éléments-là. Ça, c'est le minima. Ok? C'est vraiment le minimum, autant pour moi, qu'il faut avoir dans ces formules-là. Mais comme j'ai dit, on peut ajouter d'autres risques selon la situation, selon la géographie, selon le contexte économique, etc. Ok? Donc c'est très très important de comprendre cela aussi. D'accord? Donc voilà un exemple très simple de calcul du WACC, bien sûr. Ok? Donc ici, bon, pour ce cas de figure, je crois qu'on est parti du principe que la dette, elle est égale à zéro. Ok? Quand vous voyez D sur E ici égale à zéro, ça veut tout simplement dire que la dette est égale à zéro. D'accord? Donc, forcément, la formule sera beaucoup plus simplifiée. Donc, mais vous voyez toujours que je reste toujours et toujours dans la philosophie où on considère que la société a des capitaux propres et a de la dette. Maintenant, en application globale, vous mettez tout simplement dette zéro pour éviter tout simplement d'oublier. Parce que si vous oubliez, croyez-moi que c'est la catastrophe. Votre valorisation sera totalement biaisée, tellement fausse que vous-même vous ne pouvez pas, vous n'aurez que vos yeux tout simplement pour pleurer devant le comité de valorisation ou quoi que ce soit. Ok? Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à repartager le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ce n'est pas juste un monologue. Là, je parle parce que justement, je ne vois pas de questions. Mais si vous avez des questions, arrêtez-moi, posez des questions. Si vous avez des questions soit sur le sujet ou alors sur la finance de façon générale ou sur le marché de l'emploi de façon générale, sur le monde professionnel de façon générale, n'hésitez pas, ok? Si vous voulez monter sur le panel pour échanger rapidement, pas de problème également, sentez-vous vraiment à l'aise de participer. Ok? Donc sentez-vous vraiment à l'aise. Ne soyez pas juste spectateur passif. J'aime les gens qui sont actifs, d'accord? C'est ça qui crée le dynamisme, c'est ça qui crée, comment dire, des connexions cérébrales, si vous voulez, hein. À force de discuter avec d'autres personnes sur d'autres thématiques, d'accord? On apprend beaucoup de choses ensemble. Ok? Donc, imaginons maintenant cette situation-ci, ok, où on nous fait comprendre que, bon, je crois qu'au final, ici, on nous présente quelques scénarios, hein, d'accord, de WACC, où on présente la différence entre les sociétés où il y a de la dette et les sociétés où il n'y a pas de dette, d'accord. Donc, par exemple, Tech Vision, la ligne en vert ici, d'accord, c'est le cas. On a, quand vous voyez 100%, si vous voyez E divisé par E plus D égale à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de dette, tout simplement. Ok, et là c'est vraiment mathématique, hein. Là il n'y a il n'y a rien de particulier. C'est comme si tu divises un par un. Donc c'est un peu ça. Donc c'est 100% à chaque fois lorsqu'il n'y a pas de dette. Et vous allez constater,
D'accord? Vous allez constater, je vous ai dit que le bêta a énormément d'influence, d'incidence sur le WACC. D'accord? Plus on est proche de zéro, vous allez voir que si je prends le bêta, lorsqu'on est proche de zéro, c'est-à-dire que lorsqu'on va vers zéro, le WACC il est plus bas. Ok? Si on prend par exemple ici à 0,90, vous allez voir qu'il y a un WACC de 7,70. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui influencent, notamment la dette, ça c'est sûr, mais croyez-moi que le bêta en a pour beaucoup. Ok? Le bêta en a vraiment pour beaucoup. Donc je vous invite vraiment à, comment dire, à prendre cette formule-là très 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 au sérieux. Ici également, on a par exemple Betatech, ok, qui est également une société où il y a de la dette, ok, et son bêta il est de 1,25. Vous allez voir que son WACC il est à 11. Donc on commence à remonter un petit peu. D'accord? Donc c'est important de connaître cette formule-là et je vous encourage vraiment à, comment dire, à l'apprendre. D'accord? Pour ceux qui veulent vraiment perfectionner leur savoir-faire, bien sûr, en valorisation. D'accord? C'est très très important de comprendre cela. Ok? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est le bienvenu. N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, à repartager le live, à inviter d'autres personnes qui seraient intéressées par le sujet. Ok, à rejoindre bien sûr la communauté, donc sentez-vous à l'aise de participer à votre façon. Ok, donc posez vos questions. S'il y a des questions, je vais bien sûr m'arrêter pour y expliquer. S'il n'y a pas, bien sûr, on va avancer vers le point suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, donc on va aller vers le point suivant. C'est bien sûr le calcul du, comment dire, du free cash flow. Ok? Comme j'ai dit, cette formule-ci, quand on parle de free cash flow en matière de DCF, ça c'est la formule par excellence. D'accord? Ça c'est la formule la plus connue et la plus, enfin, complète, on va dire ça comme ça. Maintenant, selon qu'on l'applique par exemple à un projet immobilier, vous allez voir que la formule va légèrement changer. Ok? Mais le principe restera le même. D'accord? Dans d'autres contextes, par exemple, enfin, l'immobilier, on va dire professionnel ou bien industriel, d'accord? Ici, le free cash flow sera l'équivalent de ce qu'on appelle le net operating income, le NOI. Donc, c'est très très important de noter cela. Ok, donc ici, pour déterminer bien sûr le free cash flow prévisionnel, parce que bien sûr, quand on parle du DCF, on parle des cash flows futurs, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui est budgété, tout ce qui est prévisionnel, d'accord? Tout ce qui est anticipé. Et donc, ici, on parle toujours de l'EBITDA, d'accord? C'est bien sûr l'élément clé. Comme je vous ai dit, notre point de départ en toute chose pour les sociétés matures, c'est toujours l'EBITDA. C'est un paramètre très très important pour des sociétés d'une certaine maturité ou bien d'une certaine taille. Donc, à l'EBITDA, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est la formule que j'explique vraiment ligne par ligne. C'est quoi? C'est qu'on enlève d'abord tout ce qui n'est pas opérationnel. En fait, tout ce qui n'est pas, qui ne génère pas du cash réel. Ok? Donc, c'est notamment les amortissements. Les amortissements, ici, c'est tout simplement des charges qui sont décalées. D'accord? Ce qu'on appelle en comptabilité des charges calculées. Ok, donc on va déduire cela. C'est des éléments qui ne génèrent pas, enfin, du cash, on va dire ça comme ça. D'accord, qui n'entraînent pas une sortie d'argent durant la période. C'est beaucoup plus une charge calculée. Donc on aboutit à ce qu'on appelle les bits, qui est également un résultat opérationnel. D'accord, les bits n'est pas très loin de l'EBITDA, comme vous avez vu. On enlève tout simplement DA. D'accord, qui veut dire Depreciation and Amortization. Donc, c'est important de noter cela. Et on calcule l'impôt. L'impôt sur le résultat opérationnel pour avoir ce qu'on appelle un résultat opérationnel après impôt. Ok? Pourquoi? Parce que l'impôt aussi, c'est une charge que la société est supposée payer. Donc, il faudra prendre ça en considération dans le futur. Donc, certains vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de l'impôt? Comme toute activité, lorsqu'on budgétise
je dis n'importe quoi, les revenus, les charges, il faudrait aussi budgétiser l'impôt qui va avec. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un résultat, comme une activité normale. Ok? Donc, comme j'ai dit à tout moment, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si je ne vois pas de questions, bon, je vais seulement continuer. D'accord? Donc, c'est à vous de m'arrêter, s'il vous plaît. Et ici, à côté, bien sûr, après le résultat, bien sûr, après impôt, ce qu'on fait, c'est qu'on réintègre tout simplement la dotation aux amortissements. OK? Donc, on réintègre cela. Ce qu'on a déduit plus haut, on le réintègre. D'accord? Pour neutraliser tout simplement l'impact des dotations. C'est vrai que neutraliser ne sera pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui allait dans l'impôt, bien sûr. D'accord? Donc on va le neutraliser ici. Et il faut prendre en considération les potentiels investissements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si entre-temps, votre société a prévu d'investir, ok, ce sera aussi du cash qui va sortir. Par conséquent, on doit prendre ça en considération. Je dis n'importe quoi, supposons vous êtes une société de téléphonie, comme je dis n'importe quoi, Orange, et vous anticipez par exemple construire des antennes relais par exemple dans une région, etc. Donc ils vont devoir prendre ça en considération dans leur flux de trésorerie futur. Ça c'est Marion. Marion? C'est qui ça? Ah, Marion, comment tu vas? Bienvenue parmi nous. Pourquoi 25%? Comment on sait que c'est 25%? Bon, c'est juste un exemple, hein. Ça dépend du pays où on se trouve. Bon, ça fait plaisir de t'avoir dans le live, Marion. Ah, j'ai suivi comme ça. Pas mal. Donc 25%, c'est juste un exemple hein, pour notre cas de figure. Ça peut être 19%, ça peut être 20%, donc ça dépend de l'impôt sur les sociétés dans le pays où on se trouve. Justement, c'est une information que l'analyste doit avoir, par exemple, auprès soit du comptable, ou alors s'il connaît la fiscalité du pays. Ok? Donc, normalement, il peut avoir cette information. C'est des informations qu'on peut facilement trouver sur Internet. Si tu es en train de faire une valorisation d'une société dans un pays X, ok, il suffit de connaître tout simplement le taux d'imposition sur les sociétés dans ce pays-là. Donc, normalement, l'information est assez disponible. Je vais bien, merci. Je vais bien. Merci. Je t'en prie. Obal qui dit la valeur d'un immeuble est différente de l'estimation d'une agence immobilière. Je vais pas dire que c'est différent, c'est juste que c'est une façon de voir, ok? Je sais pas comment les agents immobiliers font. Bon, j'ai jamais vraiment su. Ok, je sais pas comment ils font leur estimation, mais tout compte fait, ça rejoint la même philosophie de valorisation qui dit comme quoi plusieurs personnes peuvent faire la valorisation d'un même actif et avoir des résultats totalement différents. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de subjectivité. Toujours. Ok? Donc, et ça rejoint ce cas de figure. Un expert dans tout ce qui est, par exemple, le real estate comme JLL, pour ceux qui connaissent JLL, d'accord? C'est vraiment des experts en valorisation pour tout ce qui est real estate. Ils vont faire une valorisation pour un immeuble. Une agence immobilière va faire la valorisation pour le même immeuble, mais en utilisant peut-être des paramètres qui sont légèrement différents ou alors en intégrant une notion de subjectivité qui est un peu différente de JLL. Ce qui fait qu'au final, on va voir des valorisations qui sont différentes, peut-être pas très différentes, mais pas égal au centime près non plus. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Obal? Donc ça rejoint cette philosophie-là en matière de valorisation. Vous n'aurez jamais une valorisation de deux personnes qui tombe sur le même résultat. La même personne, même vous avez de fortes chances que si la même personne refait le travail de valorisation, il va avoir notre résultat. Ok? Donc déjà, si la même personne va avoir deux résultats différents, c'est à plus forte raison deux personnes totalement différentes. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ok. Bon, au cas où j'ai pas répondu à une question, donc n'hésitez pas à renchérir là-dessus, à insister. Ok. Donc, je disais tantôt que les CAPEX, il s'agit tout simplement des investissements futurs, d'accord, que la société prévoit tout simplement de faire. Ok. C'est des investissements de toutes sortes.
D'accord? Donc, on ne va pas insister sur la notion d'investissement. Et à cela, on ajuste ce qu'on appelle la variation du besoin en fonds de roulement. Pourquoi la variation du besoin en fonds de roulement? Parce que c'est des éléments qui font varier tout simplement la trésorerie de la société dans le temps. Ok? Quand vous avez par exemple des à recevoir des clients, forcément ils vont vous payer dans le futur. Parce que c'est quelque chose qui est déjà connu. Ok? Sauf si c'est des clients délictueux, etc. Des clients à problème. Donc on ne va pas rentrer dans ce cas de figure. Mais on prend une situation normale. Si vous avez des créances clients, forcément ils vont vous payer dans le futur. Et parfois vous connaissez même déjà l'échéance de paiement. Ok, vous allez voir par exemple des sociétés qui classent par soixantaine, 90 jours, etc., 120 jours et voire plus. Ok, donc on se retrouve dans une situation où il faut prendre ça en considération parce que ça aura une incidence sur le flux de trésorerie futur. Ok, de la même manière, ce qu'on appelle les API vis-à-vis des fournisseurs. Ok, donc vous connaissez vos fournisseurs, vous savez que vous leur devez quelque chose, donc forcément vous devez anticiper ça dans vos flux de comment dire de trésorerie future. Ok, quand on dit client, ici je parle vraiment client au sens brut du terme, d'accord? Le client ça peut être qui? Ça peut être le vrai client, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté par exemple des abonnements téléphoniques. Ça peut être qui? Ça peut être un investisseur qui vous a avancé de l'argent. Ok, ça rentre en ligne de compte. Ça peut être, en tout cas, toute personne à qui vous devez, enfin, toute personne qui vous doit de l'argent, d'accord? Ça doit être pris en considération. Même par exemple, les créances sur impôts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État, vous avez payé plus d'impôts qu'il n'en faut. L'État est supposé vous restituer. Il faut prendre ça en considération dans la variation du BFR. Ici, on parle de BFR au sens brut, hein, parce qu'il y a il y a aussi plusieurs types de BFR, d'accord, le BFR normatif, etc. Ok, je ne vais pas rentrer dans ça. On va raisonner BFR au sens large du terme, c'est-à-dire les créances et les API, tout simplement. Ok, bon, et à la fin, bien sûr, on a le flux, pardon, ma tête cache le chiffre, enfin le texte. On a ce qu'on appelle le free cash flow disponible, ok, qui est bien sûr l'élément qui va être actualisé. Ok, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à repartager le live, à prendre le cœur du jour. Ok? Donc, essayez de rendre le live aussi dynamique que possible, hein. D'accord? Vous pouvez liker, vous pouvez partager, d'accord, ce qui vous convient. Poser des questions. Donc, si vous voulez monter sur le panel pour discuter alors d'un sujet, d'accord, sur ce que nous abordons là maintenant, n'hésitez pas. Ok? C'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va avancer. D'accord? Comme j'ai dit, c'est une formule vraiment à, à apprendre, à manipuler. Ok? Parce que lorsque vous avez les états financiers d'une société, à l'occurrence le compte de résultat, il faudra toujours être capable en fait de savoir quelle information réellement vous devez prendre. Ok, parce que ça part de là. Vous avez vu que tous les éléments qui sont là, excepté la partie CAPEX et variation du BFR, tous les autres, c'est les éléments du compte de résultat. Ok, le CAPEX, vous allez l'avoir peut-être au bilan. La variation du BFR, c'est également des éléments du bilan sur lesquels il faut faire la différence. Oui. Est-ce que c'est un calcul qui est toujours le même ou est-ce qu'on peut y avoir des ajustements? Justement, en fait, cette formule-là, c'est la formule la plus complète possible. Ok? C'est la formule la plus complète possible. Mais je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que ça, c'est le minima attendu. Ok? Maintenant, en fonction de la situation, il peut y avoir un élément qui a une incidence importante sur les cash flows futurs qui fait qu'on doit prendre en considération. Ok? Et je peux prendre quoi comme exemple? Imaginons, imaginons dans le futur, il y a un grand... Là, par exemple, on n'a pas vu la partie des investissements. Là, par exemple, ce n'est pas mentionné. Imaginons dans le futur, je reviens sur le cas d'une campagne de téléphonie qui prévoit, au lieu de construire une antenne quelque part, va plutôt enlever, ok, va désinvestir.
C'est vrai on va pas partir enlever le montant du désinvestissement, mais les frais engendrés par ce désinvestissement-là, normalement, doivent être pris en compte. Ça doit être, on doit prendre ça en considération dans notre calcul. Ce qui fait que, en fait, globalement, ici, ce qu'il faut toujours regarder, c'est ce qui a une incidence sur du flux de trésorerie. D'accord? Sur la trésorerie, sur l'argent. C'est-à-dire sur votre compte bancaire, ou bien sur le compte, ou bien sur le cash en général, les éléments qui ont réellement de l'incidence là-dessus. C'est pourquoi vous allez voir que, par exemple, les amortissements, vous allez voir que ça se neutralise. On essaye de le neutraliser. D'accord? On l'enlève lorsqu'on veut calculer les bits et après on le réintègre. Ok? C'est une forme d'ajustement si tu veux. D'accord? Donc on vient le neutraliser. Tout ce qui reste là, c'est des éléments qui ont une incidence sur du cash. Et ça doit toujours être comme ça lorsqu'on veut calculer le free cash flow. Et comme j'ai dit, ça c'est la formule la plus connue. Maintenant, selon le contexte, selon la société et selon la compréhension qu'on a de l'activité, d'accord, les appellations peuvent changer. Donc on peut avoir ce genre de situation-là. Mais tout compte fait, une fois tu as cette méthodologie-ci dans la tête, ou bien une fois tu la comprends, les autres, ce n'est que en fait des, comment dire, des méthodes, on va dire, secondaires. On va dire des méthodes dérivées, voilà, c'est le bon mot. En fait, on va dire que c'est des dérivés, ok, de cette méthode-là, ou bien de cette formule de calcul. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marion? Bien, si je n'ai pas bien répondu, donc tu peux reposer peut-être la question différemment. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Ok, en attendant qu'elle réponde. Donc, la suite, c'est quoi? C'est, si j'ai bien compris, c'est le calcul de base et en fonction, on ajoute ou on enlève. Exactement, exactement, en fonction des situations. Par exemple, les CAPEX, c'est pas dans tous les cas de figure qu'on aura les CAPEX. Le BFR également, bon, le BFR, je crois qu'on l'aura toujours dans une certaine mesure, hein. Parce que dans une société, la plupart du temps, on a des à recevoir et on a des à payer. Donc forcément, on aura toujours la variation du BFR. Mais les CAPEX, par exemple, on peut ne pas l'avoir. Les amortissements, on peut ne pas l'avoir, mais c'est rare. Ok? C'est rare, pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, une société, même si elle est de service, même si c'est une société de service, on a quand même des ordinateurs qu'on amortit. On a quand même du petit matériel de bureau qu'on amortit. Donc, ce qui fait que les amortissements ou bien les dotations, on les aura dans une certaine mesure. Ok. Donc, ici, ça c'est un exemple chiffré. Bon, ça résulte de ce de ce qu'on vient de voir, hein. Et justement, vous allez voir que super. Et vous allez voir ici, je vais vous prendre cette formule-là, enfin cette méthode-là. Ok. Ici, ça c'est, on va dire, un free cash flow simplifié. Pour revenir un peu sur la question de Marion, cette formule que j'ai présentée ici, comme j'ai dit, c'est la formule la plus, enfin, c'est la formule de base globale. Ok. Vous allez voir que dans le calcul suivant, ce n'est pas tous les éléments qu'on reprend pour avoir le free cash flow. Je prends par exemple, on dit que la première ligne, c'est l'ARR. L'ARR, c'est Annual Recurring Revenue, c'est-à-dire que les revenus récurrents, un peu comme les abonnements. Ok. Les abonnements téléphoniques, les abonnements sur des sites internet, etc. Et on dit que le taux de croissance est 25% et la marge sur EBITDA, d'accord, c'est-à-dire que l'EBITDA divisé par ce chiffre-là, c'est 25%. Donc, on a l'EBITDA qui est un pourcentage du revenu. OK? Maintenant, ici, directement, on nous présente l'EBIT. OK? Donc, si vous avez par exemple une société où les comptes sont très bien faits et vous avez l'EBIT, ça ne sert à rien d'aller commencer encore avec l'EBITDA. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre formule doit démarrer ici, directement. OK? Vous n'avez pas besoin de partir de là parce que vous savez que pour arriver là, la société a tout simplement, bien sûr, déjà fait ce calcul préliminaire. Euh, Talabis, oui. Oui. Il faudra m'écrire sur, comment dire, en messagerie privée. D'accord? Je crois que tu étais là la dernière fois. Je me rappelle de ton profil, Talabis. Oui, justement, tu peux venir tout simplement en message privé, me laisser un message. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci.
Ok. Et ici, d'accord, pas de souci. D'accord, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on a les bits ici. Et directement à côté, on a le Notepad. Ok, Notepad. D'accord. C'est tout simplement, bien sûr, les bits où on enlève l'impôt sur les sociétés. Ok. Et à la fin, on a notre free cash flow. D'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple visuel, hein. Après, quand on va passer sur Excel, ok, on va faire beaucoup plus en détail. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aborde enfin, le calcul de la terminal value? Oui, je suis déjà passé. Oui, je me rappelle très bien de ton profil. Je me rappelle. Je me rappelle très très bien de toi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, que ce ne soit pas juste un monologue. L'idée vraiment c'est qu'on puisse apprendre, d'accord? C'est quoi l'ARR? L'ARR c'est ce qu'on appelle en anglais Annual Recurring Revenue. C'est-à-dire si je veux traduire littéralement, c'est genre les revenus annuels récurrents. C'est-à-dire un revenu où on sait que ça sera là récurremment. C'est le cas des abonnements. Je prends par exemple les sociétés de téléphonie mobile. Des fois que les sociétés de téléphonie mobile, ils ont un gros chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, il va être divisé chaque fois en plusieurs catégories. Il y aura toujours une partie ARR, c'est les abonnements que toi, moi, on achète tous les jours, ou bien chaque mois. Ok, les abonnements de téléphone. Et il y aura un autre revenu pour la vente des téléphones, par exemple. Parce que les sociétés en question, Orange, etc., ils vendent aussi des téléphones. Vous allez voir également peut-être des services rendus auprès des entreprises, etc., qui forment leurs revenus. Mais on sait que le gros de leurs revenus, c'est les abonnements, quoi qu'on dise. Ok? Parce que 1 milliard de personnes ou bien 20 millions de personnes qui utilisent des abonnements, c'est pas petit. Ok? Donc c'est pourquoi on considère ça comme l'élément important en termes de calcul lorsqu'on parle souvent de valorisation. Pourquoi? Parce que les autres activités sont plus ou moins accessoires. Ok? Est-ce que est-ce que j'ai répondu à ta question, Marion? Ok, super. Sinon, fais monter les gens pour que ce soit plus dynamique, comme une classe. Ah, Talabis, si tu veux monter, comme j'ai dit, hein, je t'invite, je commence par toi, pas de souci. Mais les gens devront être disciplinés. Je suis d'accord avec toi. Je vous ai dit, mon panel, il est libre. Sauf qu'il faut respecter tout simplement la ligne directrice. Ok, on va commencer par toi. Ah, tu ris maintenant. On va commencer par toi. Ok? Donc, la ligne directrice, c'est quoi? Vous montez sur le panel, on reste sur le sujet, on pose des questions, d'accord? On essaie de développer. Bonsoir. Ok. Pardon, bonsoir. Bonsoir. J'ai été prise à mon propre jeu. Bon, c'est ça le principe. Si tu veux que les gens montent, il faut commencer toi-même, les autres vont suivre. Bon, je vais donner l'exemple, mais sauf que tu vois l'heure, non. On sort tous du travail, là. C'est compliqué. Bon, Mais je peux je vais imaginer. montrer l'exemple rapidement pour ce soir, avec plaisir. Ok, oui, je t'écoute. Bah, pour l'instant, j'ai rien à dire, hein. Je t'écoute d'autant plus que j'ai pris le Ah, live en ok. cours. Pas de problème, pas de problème. On va continuer comme ça. Donc, tu restes sur le panel. Si tu as des questions à tout moment, tu peux bien sûr ouvrir ton Exactement. micro. D'accord? On essaye de détailler. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez là, eu le courage. Donc, sentez-vous libre. Comme j'ai dit, montez sur le panel. On peut parler à tout moment. Ok? Sentez-vous vraiment à l'aise de le faire. D'accord? Donc maintenant, un autre élément important, comme j'ai dit au début du live, c'est ce qu'on appelle la terminal value. Ok? La formule la plus connue pour déterminer cette valeur, c'est la formule de Gordon Shapiro. Dans tous les bouquins de finance, vous allez trouver cette formule-là. Ok? Tous les bouquins de finance. Si vous ne trouvez pas cette formule dans un bouquin de finance qui fait au moins référence à ça, vous pouvez jeter ce livre. D'accord? C'est qui ne parle pas de finance. Ok? Donc, cette formule, comme j'ai dit, ou bien cet élément, c'est toujours du cash flow. D'accord? Mais comment le comprendre? C'est du cash flow, mais à une date bien précise, ou bien à un moment bien précis de la valorisation. Je prends un exemple simple. J'ai un fonds d'investissement qui a investi dans les actions d'une société. On sait tous que les fonds d'investissement ont une certaine durée de vie. Ok? 10 ans. On va prendre 10 ans par exemple. Le fonds a acheté les actions de cette société. Il doit conserver pendant 10 ans.
Si on utilise le DCF pour valoriser les actions de cette société, ce qui va se passer, c'est que dans le modèle de valorisation, on aura 10 périodes, d'accord? Chaque année, pendant 10 ans, on aura des périodes, on va calculer du free cash flow, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, le FCF, d'accord? Par année. Maintenant, à la dernière année, il faudrait qu'on détermine ce qu'on appelle la terminal value. D'accord? Parce qu'à cette date-là, il faudra déterminer à combien réellement revient l'investissement s'il faut le vendre. En gros, c'est ce que ça veut dire. Quelle est la valeur résiduelle? Quelle est la valeur terminale? Pour ceux qui vont faire du real estate par la suite, d'accord, on va beaucoup parler de cette formule-là. Ok? On va beaucoup insister là-dessus parce qu'on l'exploite beaucoup en matière lorsqu'on parle de valorisation de tout ce qui est real estate. Ok? Donc, mais aussi pour d'autres investissements, hein, donc je n'exclus pas, mais vous la comprendrez mieux dans ce contexte-là. Ici, la terminal value, c'est toujours basé sur le dernier cash flow. Ça veut dire que si on est à la 10e année, d'accord, c'est le cash flow déterminé de la 10e année qu'on va réutiliser pour déterminer la terminal value. Et comme je dis, attention, c'est une valeur où si tu te trompes, il y a de fortes chances que ta valeur soit très très fausse. Ok? Pourquoi? Parce qu'à elle seule, elle représente près de 60 à 80% de la valeur de la société. Ok? Donc, quand vous voyez la terminal value, c'est tout simplement un montant parfois très, très, très énorme. Ok? Et comme j'ai dit, c'est basé toujours sur le cash flow de la dernière année. Et comment est-ce qu'on le calcule? D'accord? Il y a des éléments importants. Bon, le WACC, pour ceux qui étaient au début, on a vu le WACC en long et en large. D'accord? Mais il y a ce petit G là. D'accord? Lui, il influence beaucoup cette valeur. Ok? Elle se calcule la dernière année ou on peut la calculer avant. Justement, c'est ce que je disais tantôt, c'est que c'est toujours la dernière année. Ok, on ne peut pas calculer avant. En fait, c'est comme son nom l'indique, c'est une valeur terminale. C'est-à-dire que, ok, on est arrivé à la fin de notre investissement, hypothétiquement bien sûr. Donc, on est arrivé à la fin. Quelle est la valeur de notre investissement à la fin? Ok, on la prend, on la rajoute aux autres cash flows périodiques. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marion? Donc, comme je disais tantôt, cet indicateur, le G, donc lui, il est très très important parce qu'il suffit de faire varier cet indicateur parfois d'1% ou de 0% pour changer toute la valeur. Ok? À elle seule, une variation peut-être de 0% peut changer la valeur de plusieurs millions. Ok? Donc c'est très très important de ne pas se gourer là-dessus. Heureusement que c'est une donnée qui est souvent très connue. Ok? Et la plupart du temps, par expérience, tous ceux qui l'utilisent vont vous dire que ok, ce taux, il varie souvent entre 2 et 4%. D'accord? Vous allez avoir peut-être 1,9, 2, 3, 4, d'accord? Mais pas très loin de ces chiffres-là. Ok? La plupart du temps, c'est le taux de croissance perpétuel qu'on utilise justement pour déterminer bien sûr, la terminal value. D'accord? Et c'est un taux qui est souvent lié à l'économie de façon générale. Vous allez voir que en réalité, pour ceux qui observent bien le chiffre, c'est proche de l'inflation, en réalité. Ou bien, en réalité, c'est proche du taux de croissance des économies, ou bien de l'économie mondiale. La plupart du temps, vous allez voir que c'est autour de ce taux-là. D'accord? Autour de cette tranche-là. Marion qui dit, même lorsqu'ils font des projections de cash flow, oui, ils peuvent faire la même pour la terminal value. Ok, je crois que quand on va arriver sur Excel, peut-être vous verrez mieux visuellement ce que je dis. En fait, la terminal value, c'est aussi, on va dire que c'est aussi un cash flow. Ok, sauf qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple simple. Pour ceux qui ont déjà fait ou bien vu les sociétés commerciales, quand on vous dit la durée de vie de la société, oui, t'as la vis? Non, non, je vous laisse Ok, terminer. pas de souci. Quand on vous dit la durée de la société, vous voyez souvent dans les statuts, on met 100 ans. Ok? Imaginez-vous un seul instant, vous voulez actualiser les flux de trésorerie sur 100 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déterminer les cash flows année par année. Ok? Même, c'est-à-dire que réellement, dans la réalité, c'est pas possible. Le Covid qui est arrivé en 2020, imaginez une société qui avait été créée en 2010, par exemple. Est-ce qu'elle aurait anticipé le Covid? Non. Ça aurait eu un impact sur sa société. Un gros impact d'ailleurs. C'est pourquoi vous allez voir la plupart du temps que les DCF, franchement, je ne sais pas si j'en ai vu qui a dépassé cette tranche-là, les DCF pour la plupart du temps, c'est 10 ans max. Ok? Si vous voyez plus, c'est qu'il s'agit vraiment de projets vraiment immenses, comme des infrastructures,
des projets gigantesques. Par exemple, des ponts, ok? Quand je parle des ponts, je parle pas des ponts du quartier, hein. Je parle des grands ponts, des tunnels, c'est pas quoi, des autoroutes, ok? C'est sur ce genre d'infrastructure que vous allez voir des DCF sur des périodes très longues. Mais pour des sociétés classiques, la plupart du temps, le DCF, vous allez voir que ça tourne autour, ou bien des projets, ça tourne autour de 10 ans ou moins. Si on va vraiment à 15 ans, c'est que la personne a eu vraiment du courage pour aller jusque-là. Mais la plupart du temps, c'est 10 ans. Donc, on se limite à 10 ans et on estime que, OK, ce qui va se passer après, on va raisonner comme si on devait liquider la société au bout de la 10e année. En fait, c'est ça la réflexion. On va raisonner comme si on voulait liquider la société au bout de la 10e ou bien la 5e, selon bien sûr la période, ok? La période choisie. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours à la fin de la période choisie. Toujours. D'accord, Marion. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, tu peux la reposer Moi, autrement. j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Alors, je crois que c'est le Working Average Capital, c'est ça? WAC. Non, la terminal value, c'est différent. Le Non, working... non, ce Oui. qui a marqué là dans la formule, la WACC, c'est quoi? Ah oui, 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 c'est ça. Working average cost of capital. C'est ça. C'est Cost of exactement ça. Capital. Et justement, je voulais que vous m'expliquiez encore rapidement ce que c'est. Ok, donc je vais revenir là-dessus vite fait. La formule, elle était là. Ok? Donc, le WACC, comment c'est calculé? Avant d'arriver dans la formule, du point de vue financier, on va partir déjà même enfin, du nom de l'acronyme, on va dire ça comme ça. Working Average Cost of Capital. En finance, quand on dit capital, d'accord, ce n'est pas la même chose quand un comptable parle de capital. Le comptable, quand il parle de capital, c'est les capitaux propres. Ok. Mais en Mhm. finance, quand on parle de capital, il s'agit des capitaux propres et des dettes, parce que les deux concourent à l'activité. Ça, c'est déjà la première chose. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve dans cette formule-là, il faut toujours se mettre dans cette posture où on se dit la société a les capitaux propres et les dettes, même si en réalité on peut avoir des sociétés qui n'ont pas de dettes. Ok. On part toujours de ce principe. En partant de ce principe, on a cette formule-là. Pardon. On a cette formule. Ok. En français, ok, puisqu'on est là, on est entre francophones, c'est le coût moyen pondéré. D'accord. Il y a la notion de Mhm. pondération. La pondération ici, c'est quoi? C'est de dire que quelle est la proportion déjà des capitaux propres dans le capital global, quelle est la proportion de la dette dans le capital global. C'est ce que vous voyez ici entre crochets. E divisé par E plus D, D divisé par E plus D. D, c'est la dette, E, c'est equity pour dire capitaux propres. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? La notion de... Ça, c'est déjà... Ouais, c'est Voilà. complexe, hein. Oui, ça, comme j'ai dit tantôt au début, tu te cours ici. Je me rappelle quand on faisait des cours de contrôle de gestion et d'évaluation d'entreprise, on avait tout un exercice justement d'évaluation d'entreprise et tout partait de ces chiffres. Toute la classe a raté l'exercice juste à cause de ça parce que en premier tu dois calculer ça et si tu le rates, tout le reste est faux. Donc Mhm. c'est justement l'intérêt qu'il faut accorder à cette notion-là. Ok? Donc là, j'ai expliqué la notion de pondération. Maintenant, on va aller voir les éléments qui constituent le coût. Ok? KE, c'est le coût des capitaux propres. Et KD, c'est le coût de la dette. D'accord? La Ok. deuxième partie de la formule que vous voyez ici, KD fois 1 moins T, etc., elle est très simple à calculer. Vous allez voir que même dans les documents de finance, on n'insiste pas beaucoup dessus. Ben, c'est très simple. Le coût de la dette, ce sera quoi? Ce sera les taux d'intérêt sur la dette. Quand tu as une dette, tu as son taux d'intérêt, c'est connu. On ne parle pas d'autre, ça c'est bon. On passe à autre chose. Mhm. Mhm. T, c'est le taux d'impôt. D'accord? Le taux d'impôt sur les sociétés. Donc c'est l'IS, un peu D'accord. ce que Marion a demandé tout à l'heure, 25%, pourquoi? Donc en fait, c'est le taux d'impôt sur les sociétés selon le pays où on se trouve. D'accord? Mhm. Ça, c'est bon. La deuxième partie, c'est vraiment fastoche. Même celui qui n'a pas d'expérience en finance peut le faire à force de le faire. Maintenant, le premier élément, KE, c'est lui qui pose la plupart du temps problème. Ok? Et c'est lui qu'il faut calculer. Maintenant, le KE, il est déterminé par cette formule-là. Bon, ça, c'est la formule que la plupart des gens connaissent, mais il y a d'autres formules. Ok? Ça, c'est la formule la plus connue que vous allez trouver dans les documents de finance, etc. Mais comme je dis, il y a d'autres formules pour calculer cela. Donc, le coût des capitaux propres, d'accord, c'est composé aussi d'un certain nombre d'éléments, d'accord, d'un certain nombre d'éléments liés au marché, liés, comment dire, à la société elle-même, liés, comment dire, à l'économie de façon générale. D'accord? Et voici ces éléments qu'on va détailler ici. Donc, vous voyez que finalement, dans toute cette formule, l'élément sur lequel on insiste, c'est KE.
au final. Ce n'est pas le reste. Parce que c'est lui qui pose le plus de problèmes. Donc, pour déterminer KE, c'est quoi? On part d'abord du taux sans risque. Le taux sans risque, la plupart du temps, c'est le taux d'intérêt sur les obligations d'État. D'accord? Pourquoi on dit sans risque? Parce que, en fait, les États, par nature, sont supposés ne pas faire faillite. Ok? C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de risque. C'est vrai que dans l'histoire, on a connu des États qui ont fait faillite. Ok? Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Grèce, etc. Donc, c'était un exemple palpable. Donc, quand on dit taux sans risque, ça veut dire que les États ne peuvent pas faire de faillite. Donc, quand ils émettent des obligations, ou bien quand elles émettent des obligations d'État, donc c'est ce taux-là qu'on utilise, qu'on considère comme taux sans risque. Ou alors, certains peuvent aller jusqu'à utiliser le taux d'intérêt des banques centrales. D'accord? Parce que c'est souvent très proche. C'est souvent très proche ces taux-là. Mais on retient pour la plupart du temps le taux d'intérêt sur les obligations d'État, que ce soit à long terme ou à court terme, hein. Donc la plupart du temps, c'est quasiment le même taux. Maintenant, l'élément important, très très important pour moi, enfin selon moi, hein, c'est cet élément-là, le bêta. D'accord? Le bêta, lui, mesure quoi? Bon, ici, c'est complexe à calculer, hein. Il faut faire beaucoup de statistiques appliquées pour comprendre en fait les notions d'écart type, de variance et tout ça, pour arriver à calculer le bêta. Ok? Pour l'instant, on va partir du principe que c'est une donnée. Ok? Mais au moins, je vais expliquer ça consiste à quoi en fait concrètement. Donc, le bêta, lui, ce qu'il mesure, c'est quoi? C'est la sensibilité de ton investissement par rapport au marché. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple. Imaginons, on est dans le secteur des télécoms. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si dans le secteur, par exemple, ta société à elle seule, ok, présente, bon, déjà avant d'arriver là, plus on a un bêta proche de zéro, moins la société est risquée. On va dire ça comme ça. D'accord? Ça veut dire que si on a un bêta qui se rapproche chaque fois de zéro, la société est considérée comme pas très risquée. Pardon, Mhm. TikTok encore avec ses messages menaçants là. Ok. Donc la société est considérée comme pas très risquée. Donc plus le bêta s'éloigne de 1, là ça commence à devenir problématique. C'est pourquoi on parle de la sensibilité. C'est-à-dire que, imaginons tu as une société de télécom, comme je disais tantôt. Ok, toi tu as un bêta de 2, par exemple, et que la volatilité du marché, par exemple, est de 1%. Pendant que le marché, lui, va varier de 1%, toi tu vas varier peut-être de 15%. Ok? C'est un exemple hypothétique, hein. C'est juste pour expliquer en fait l'impact de cette notion de bêta sur la notion de volatilité. C'est-à-dire que le marché lui va varier de 1%, toi ton investissement il va varier de 5% ou 10%. Ok? C'est ça en fait l'impact du bêta. Et pourquoi on l'utilise justement? Parce que là on est en train de valoriser une action. On veut voir en fait quelle est la sensibilité de cette action-là par rapport à son marché ou bien par rapport au marché de façon globale. Mhm. Ok? Est-ce que jusque-là c'est bon? Mhm. Ok. Et il y a ce qu'on appelle la prime, bien sûr, de risque sur le marché. Bon, c'est un élément aussi calculé, hein, ou bien c'est un élément que les analystes ont grâce aux outils des marchés financiers, d'accord, des plateformes comme Bloomberg, etc. Ils peuvent avoir cette information-là. La plupart du temps, c'est une donnée. Donc, c'est tout simplement la différence entre le risque de marché et le taux sans risque, d'accord? C'est-à-dire juste le fait d'investir, quel est le risque que tu prends? Parce que quoi qu'on dise, quand on investit quelque part, il y a un risque qu'on prend. Donc juste le fait d'investir, peu importe, même si on dit que l'action est sûre, c'est une bonne société, ça n'a pas de problème, oui, mais il y a quand même un risque lié à ce marché-là. D'accord? C'est quelque chose qui se calcule facilement, ou bien qui s'obtient facilement. Maintenant, il y a un élément important qui est lié à la taille. D'accord? La prime de risque de taille. Donc, cette prime, elle s'applique essentiellement aux petites sociétés, ce qu'on appelle en anglais des small caps, ou bien des PME, ok, dans le monde francophone. Donc, cette prime de risque-là, il faut la prendre en considération lorsqu'on calcule le coût des capitaux propres. Pourquoi? Parce que par nature, on peut le voir, hein, tous les jours, même sans faire finance, on peut le voir. Les petites sociétés ont tendance à faire plus de faillites que les grandes sociétés. C'est très rare qu'on voit une grande société qui a fait faillite. On voit toujours des PME. Ok? Et même naturellement, même l'économie ne veut pas que les grandes sociétés fassent faillite. Vous allez voir que par exemple, une grosse société, si elle veut faire faillite, l'État va intervenir. Par exemple, l'État va Mhm. systématiquement intervenir, soit racheter la société, soit intervenir d'une manière ou d'une autre, soit rajouter de l'argent, soit injecter de l'argent, ok, pour éviter que la société fasse faillite. Mais les petites sociétés, c'est pas le cas. Donc, le fait d'investir, toi, par exemple, en tant qu'investisseur, dans des actions de petites sociétés,
cela induit un certain risque, parce qu'il y a le risque que tu perds ton investissement, parce que la société peut faire faillite à tout moment. Donc, il faut intégrer ça dans ton calcul. D'accord? D'accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les formules que vous voyez, c'est des formules, on va dire, c'est le minima. D'accord? C'est ce qu'on s'attend à voir à minima. Maintenant, selon chaque situation, il peut avoir, comme Marion a parlé tout à l'heure, d'ajustements. OK? Ou bien d'éléments qui viennent en plus ou en moins. Je prends un exemple. Actuellement, il y a un conflit, par exemple, dans le Moyen-Orient. OK? Si tu as investi dans des actions là-bas, il n'y a pas que ces risques il n'y a pas que ces risques que tu dois prendre. Il y a aussi le risque géopolitique que tu dois prendre. Tu vois? Mhm. Donc ça va venir s'ajouter. Mais puisque le risque géopolitique, c'est pas quelque chose qu'on prévoit du jour au lendemain, on ne peut pas parler de ça dans les formules de façon générale. C'est pourquoi en tant qu'analyste financier, il faut toujours se poser la question, quels sont les risques auxquels la société est exposée? Ok? Donc au final, chaque terme expliqué, maintenant tu mets dans la formule, tu fabriques ce que tu veux, tu obtiens ton WACC. D'accord. Ok? Donc est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, c'est bon. Ok, Merci. parfait, je t'en prie. Donc, à tout moment, on était où tout à l'heure? Voilà, on parlait de la terminal value. D'accord? Donc, on a expliqué le WACC qui fait partie des éléments de calcul de la terminal value et le G qui est le taux de croissance. Et comme j'ai dit, la terminal value représente vraiment la grosse partie de la valorisation de la société dans un DCF. OK? Maintenant, il y a toujours ce qu'on appelle le sensitivity. Oh, TikTok, toujours en train de me sortir des messages. TikTok, TikTok, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ok, donc s'il vous plaît, vous pouvez repartager le live. Je sais que TikTok m'envoie des messages menaçants là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous pouvez s'il vous plaît prendre juste quelques secondes, repartager le live, d'accord? Liker, prendre le cœur du jour. J'ai épinglé le cœur du jour là, c'est une pièce hein, pour ceux qui le souhaitent, d'accord? C'est juste pour donner un peu de visibilité au live. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, euh, de sensitivity analysis, c'est très important lorsqu'on fait la valorisation. Pourquoi? Parce que, en fait, ça rejoint en fait l'idée selon laquelle on ne peut pas avoir qu'une seule valeur, d'accord, dans une société. On ne peut pas avoir une seule valorisation pour une société, d'accord? Il y aura toujours quelqu'un qui aura une valorisation différente. Et maintenant, quand on fait le sensitivity analysis, c'est pour voir en fait parmi les inputs, ok, on va dire ça comme ça, ou bien parmi les paramètres les plus importants, quels sont ceux qui ont beaucoup d'incidence sur la valorisation. Donc, notamment le G, comme j'ai dit, il semble être minime, mais une simple variation fait changer toute la valorisation, des millions. Ok? Donc, vous allez voir que quand les analystes font le sensitivity analysis, ok, ils vont faire le sensitivity analysis notamment sur le G et sur le WACC. Et la plupart du temps, si vous voyez un modèle DCF où ils ne font pas de test de sensibilité sur ça, c'est qu'il y a un problème. Ok, ils doivent le faire. Ne serait-ce que pour expliquer l'impact que peut avoir le changement d'un paramètre d'une valeur à une autre. D'accord? Et il y a aussi également, comment dire, une bonne pratique pour ceux qui suivent le programme depuis le début. En fait, parmi les bonnes pratiques, il y a ce qu'on appelle également le sanity check. D'accord? Le sanity check consiste à quoi? En fait, consiste à prendre une deuxième méthode de valorisation pour confirmer ou infirmer la première, la méthode principale. C'est-à-dire que si pour notre société, l'analyste, après avoir analysé tout ce qu'il veut, déterminer que la valorisation ou bien la méthode principale, c'est le DCF, il faudra qu'il utilise par exemple la méthode des multiples pour comme sanity check. Ok? On ne s'attend pas à avoir le même résultat. L'idée, c'est de voir si finalement la méthode principale est très loin des autres méthodes ou pas. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc le sanity check est très très important. Si vous avez utilisé comme méthode principale les multiples, le sanity check peut être le DCF. Si vous avez utilisé comme méthode principale les multiples, le sanity check peut être les comparables, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est important de comprendre cela également. Donc, et aussi, si vous voyez, on vous donne un, comment dire, un rapport de valorisation ou bien un modèle de valorisation et il n'y a pas ça, au moins vous posez-vous la question. D'accord? Donc, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une deuxième méthode ou bien au moins un calcul différent, d'accord? Une méthode différente pour juste corroborer ou bien infirmer
la première méthode, ou bien la méthode principale. Ok, est-ce que jusque-là, on a des questions? Il n'y a personne qui a eu le courage de monter sur le panel? Les amis, faites comme Talabis. Alors, il y a Marion, super. Bienvenue parmi nous. Merci. Je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Ok. Super. Il manque combien? Il manque 6 personnes. Donc, je vois, il y a d'autres personnes dans le live. N'hésitez pas à envoyer vos demandes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions directement comme ça en live. D'accord? C'est plus intéressant. Ok? Bah moi, du coup, j'ai une question, Alix. Oui, Parce que on sait que généralement, ils font les cash flows sur plusieurs années. oui. Ils font la projection sur plusieurs années. Et comme tu as dit tout à l'heure que du coup, ils peuvent pas savoir ce qui va se passer, par exemple, quand il y a eu le Covid ou les guerres, etc. Mhm. Ça va leur servir à quoi alors de faire cette projection? Il faut toujours faire quand même une projection. On ne peut pas ne pas faire de projection. Pourquoi? Parce qu'une société, la plupart du temps, fonctionne sur la base des budgets. Ok? Si on a une société qui n'a pas de budget, c'est une société qui navigue à vue, comme on dit comme ça. Pourquoi elle est descendue? Non, tu ne laisses pas la place. Non, tu dois rester sur le panel. Même si tu ne parles pas, c'est pas grave. Ah Reviens, pardon, je l'ai reviens, fait fuir. Talabis. Reviens, non, 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 non. Reviens sur le panel, s'il te plaît. Donc, je disais que une société qui n'a pas de budget, d'accord, c'est une société qui navigue à vue, d'accord, c'est comme Talabis vient de dire, une société qui pilote à vue, tu pilotes sans savoir où tu vas. Donc, il faut avoir au moins un budget. Forcément, le budget sera calqué déjà sur ton activité actuelle. Je ne pense pas que les chiffres, par exemple, que toi tu vas mettre dans tes budgets, forcément auront un lien direct avec ta situation actuelle en tant que société. Donc, je dis n'importe quoi. Je prends par exemple le cas de la variation du BFR. C'est un exemple palpable. Tu as tes créances clients, tu sais déjà que tes clients vont te payer dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, selon le type d'entité. Donc tu peux déjà prévoir ça. Tu as tes fournisseurs, tu peux également prévoir. Toi aussi, tu peux prévoir tes investissements. On ne se lève pas un matin comme ça et on fait un investissement. Donc ça se prévoit, on va dire dans 3 ans, je prévois ouvrir une unité opérationnelle dans tel pays. Voilà, ça se prévoit. Le chiffre d'affaires également, ça se prévoit dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que, ok, tu as un chiffre d'affaires actuel, tu essaies de voir tes potentiels investissements futurs, tu essaies de voir la tendance du marché, tu appliques une certaine croissance en termes d'estimation. On ne s'attend pas d'avoir quelque chose de réel, mais forcément quelque chose au moins qui te donne une visibilité sur le futur. Donc, ça, c'est sûr et certain que toute société est capable de le faire. En tout cas, au moins les sociétés qui ont une certaine maturité. Peut-être les startups, c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi la plupart du temps, les startups n'utilisent pas de DCF. C'est un peu plus compliqué parce que tu ne sais même pas si d'ici un an, la société va survivre. Ok? Ok, ça marche. Donc, c'est un Merci. peu ça. Je t'en prie. Talabis, il faut envoyer aussi des cadeaux dans le live. Essayez de participer, rendez le live un peu plus dynamique. TikTok comment dire, va me restreindre la visibilité. Ok, je parle pendant 2 heures, d'accord? La moindre des choses, c'est de liker, de partager, etc. Ok, donc là, j'ai épinglé le cœur du jour, donc n'hésitez pas à bien sûr rajouter si vous le voulez bien. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question, Marion? Non, pour l'instant, ça va. J'essaye de faire un peu le lien avec Ok, tout, ok. mais pour l'instant, ça va. C'est juste qu'en fait, je suis en train de me dire que même si ils font les projections, ils sont quand même entre guillemets. Après, est-ce qu'ils font Attends, comment dire? Est-ce que au niveau des cash flows, ils ont une date précise à laquelle ils doivent les revoir, ou est-ce qu'ils le font tous les mois pour être sûr? Parce que quand on ne sait pas quand Mhm. est-ce qu'il peut se passer des choses, bah tout peut changer. Même si bon, ce moment-là, ils vont savoir que ça va se produire, mais comme il y a des choses qui ne sont pas au courant, Oui. peut-être qu'ils font des revues, peut-être tous les mois ou tous les ans pour s'assurer que ça soit bon, quoi. Oui, oui, justement, ce que tu dis est pertinent dans la mesure où, justement, en fait, quand on fait des budgets, on raisonne comme si on était dans une situation normale. On va dire ça comme ça. Par exemple, quelqu'un qui faisait son budget, je dis n'importe quoi, en 2019,
ou bien en 2018, ne s'attendait pas à avoir le Covid, par exemple. Ouais. Tu vois? Donc, le Covid pour lui, en tout cas, de toute façon, le Covid pour lui, quand il va arriver au moment où on sera déjà dans une période réelle. En principe, c'est ça. Ça veut dire que, Mhm. ça veut dire que, par exemple, quand tu seras en 2020, c'est le moment où il y aura le Covid. Là, on ne parlera plus de budget. Là, on parlera de réalité. Et c'est pas trop tard? Et c'est pas que c'est trop tard. Là, maintenant, l'analyse devient différente dans la mesure où tu vas d'abord prendre ton raisonnement dans des conditions normales et impacter maintenant l'effet ou bien la situation exceptionnelle. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. On ne raisonne Ok. pas en matière, on ne raisonne pas situation exceptionnelle avant. On raisonne toujours situation normale, contexte normal, conjoncture économique normale. Maintenant, si Normal. quelque chose d'exceptionnel arrive, on le prend en considération. Donc là, en fait, en gros, dans les calculs et dans les formules que tu as présentées jusque-là, on Mhm. va, entre guillemets, refaire les formules et ajouter justement Voilà, on va ajouter l'impact que le Covid, Voilà. par exemple, aura eu sur notre activité. Peut-être le Covid a plutôt amélioré l'activité parce qu'il y a des sociétés qui sont très bien portées pendant l'activité, ou bien des sociétés où on n'utilisait pas beaucoup de digital. Subitement, avec le Covid et le confinement, tout le monde commence à utiliser le digital, ce qui fait que son activité se met à croître. D'autres sociétés qui ce sera l'inverse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, l'impact du Covid sera un impact plutôt négatif. Donc, Ouais. il va ajuster à la baisse ses prévisions. Pourtant, quelqu'un d'autre va ajuster à la hausse. À Donc, on la n'est hausse. pas tous impactés de la même façon. Si je prends par exemple la crise des subprimes, tout le monde sait Mhm. unanimement que Goldman Sachs, c'est la banque qui s'en est sortie. Oui. Ok? Mais les autres Ouais. s'en sont pris à la figure. Pourtant, il y a une grosse boîte qui a quand même tenu le coup et s'est fait beaucoup d'argent pendant cette période-là. Donc c'est un peu ça. On peut pas raisonner situation exceptionnelle avant. On raisonne toujours situation normale. Maintenant, on ajuste en fonction de la situation exceptionnelle qui s'est présentée. Talabi, c'est déjà parti. Bon, bonne soirée à toi aussi et merci. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Marion. Oui, oui, merci. Ok, super. Donc, la terminal value. Ok, donc la terminal value, comme je disais, bon, j'ai déjà expliqué l'ensemble des paramètres. Ok, comme on a dit, c'est toujours le dernier cash flow auquel on apporte quelques ajustements, d'accord, ou bien une formule un peu plus complète, d'accord, on va dire ça comme ça, pour déterminer, bien sûr, la terminal value. On le verra quand on va passer sur Excel. Bon, je pense qu'on va passer sur Excel aujourd'hui, hein, ce sera demain. Parce que là, il est déjà 22h30. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, si je poursuis avec le PPT. Donc, ici, dans ce PPT, on essaie beaucoup plus de montrer en fait la notion de sanity check. D'accord? Le sanity check, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser une deuxième méthode de valorisation pour confirmer ou infirmer la première. D'accord? Ou pour infirmer la méthode principale. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, on a un écart important pour dire que la première méthode est fausse. Non, c'est pas ça. Donc, imaginons ce cas de figure. On a, par exemple, selon le DCF, ok, on va prendre les deux avant-dernières lignes. Selon le DCF, la valorisation de notre société est de 17 millions. Par contre, selon la méthode des multiples, la valorisation est de 49 millions. Certains vont s'alarmer en disant directement qu'il y a un souci. Non, en réalité, il n'y a pas de souci. Il faut se poser la question. La société, c'est quel type de société déjà? On est dans quelle configuration? Pour ceux qui se rappellent depuis le début, Tech Vision, c'était une société de technologie en pleine croissance, c'est-à-dire c'est une start-up plus ou moins. Ok? Une start-up, c'est normal que le DCF ne soit pas très approprié, ne donne pas un résultat très concluant ou bien très proche de la méthode principale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore un EBITDA stable, ils n'ont pas encore un revenu stable. D'accord? Donc, il est normal que la méthode des multiples prenne en compte, bien sûr, la notion de croissance. Pourquoi? Parce que les startups ont tendance à avoir un taux de croissance très élevé. Ok? Vous allez voir une startup, on vous dit que sa croissance annuelle est de 30%, 40%, 50%, d'autres même 70%. Ok? Donc, ce qui fait que ça a un impact considérable sur, bien sûr, la valorisation. Ok? Donc, ça ne veut pas dire que la première méthode est fausse. Maintenant, ce que d'autres peuvent faire, c'est qu'au lieu d'utiliser la deuxième comme confirmation, ils vont pondérer. Ils vont dire 40% ou bien 70% de notre valorisation sera les multiples, mais on affecte quand même 30% au DCF.
Ok? Il y a des sociétés qui font ça justement. Et aussi, c'est aussi une bonne pratique, hein. Ça permet tout simplement de prendre en considération plusieurs situations, même plusieurs aléas. Ok? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok, bon, si pas de questions, donc la notion de sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous voyez un modèle de valorisation, surtout du DCF, où on n'a pas ce test de sensibilité sur le WACC ou bien sur le taux de croissance, c'est qu'il y a un problème. Il faut l'avoir quelque part, au moins dans les modèles de valorisation. C'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui influencent grandement la fair value d'une société. Ok, donc c'est très très important. Vous allez voir par exemple ici, supposons qu'on fait varier par exemple uniquement le WACC, par exemple on va dire de 14,5 à 16%. Rien que le fait de faire varier ça, on fait passer la valorisation de 87 millions à 76 millions. Ok, donc la valorisation perd 10 millions directement. Pourtant, on a fait varier le WACC juste de 1,5. On a augmenté le WACC de 1,5, ça fait diminuer la valorisation de 10 millions. Vous voyez l'incidence, 1% qui fait diminuer toute une valorisation. Pareil pour le taux de croissance. Ok, supposons on fait varier uniquement le taux de croissance. Donc on fait varier par exemple de 3 à 4, on passe de 87 à 95. D'accord, juste 1% de variation sur le taux de croissance. On gagne par exemple, c'est combien là? On gagne quasiment 8 millions. Ok? Et imaginez alors on fait varier les deux. Là, c'est encore grave. Donc si on fait varier par exemple le G de 3 à 4 et le WACC de 14,5 à 13, on passe de 87 millions à 111 millions. Là, ce n'est plus la même proportion. Ok? Donc c'est important de faire ce genre de test lorsqu'on prépare les modèles de valorisation. D'accord? Donc, quoi d'autre? Donc ici, bon, c'est juste un exemple, euh, un exemple chiffré justement de la variation du taux de croissance. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Ok. Donc on fait varier par exemple G de 3 à 3,5, juste 0,5%, ça fait varier directement comment dire, par exemple la terminal value de 30 millions à 31,5. Ok. Donc c'est d'où l'intérêt justement de faire attention à ce genre de paramètres. Comment on sait qu'il faut, par exemple, augmenter de 0,5% ou de 1%? C'est juste des tests. En fait, ici, c'est un test de sensibilité. C'est chacun qui peut définir. Mais dans la pratique courante, ok, si on prend par exemple les IPF, vous allez voir que les IPF, justement, puisque tout repose la plupart du temps, ou bien les bonnes pratiques reposent pour la plupart du temps sur les IPF, vous allez comprendre que les bonnes pratiques veulent que, ok, on essaie de varier de 0,5. Parce qu'on sait, par expérience, que si tu fais varier par exemple de 3%, tu auras des chiffres. Tu vas passer par exemple de 10 Ouais, millions à 1 milliard. Là, ça sera oui, déraisonnable. Donc, on fait varier des ok. pourcentages qu'on sait que oui, on sait déjà que forcément ça aura une incidence. Donc, on ne fait pas varier de beaucoup. Quelqu'un d'autre va faire Ok. 0,25, il va ajouter à chaque fois 0,25, quelqu'un d'autre va ajouter 1, quelqu'un d'autre va ajouter 1,5, d'accord? Et vice-versa. Mais la plupart du temps, on ne s'éloigne pas trop, hein. On essaye de passer maximum de 3 peut-être à 5, et de 3 par exemple à 2. D'accord? On essaie d'aller en plus et en moins. Donc de 3 à 2 et de 3 peut-être à 5, en ajoutant à chaque fois 0,5, 0,5, 0,5 ou 0,25, etc. Et ainsi de suite. D'accord? On ne fait pas D'accord. varier de beaucoup, non, non. Sinon, on va avoir Ouais, des en fait, chiffres. c'est une question un peu de logique et de comment on est un peu sur, entre guillemets, sur le marché et comment aussi les autres sociétés elles font. Exactement. En fait, ici, c'est beaucoup plus basé sur les bonnes pratiques. Ouais. Exactement. D'accord, merci. Je t'en prie. Obal qui dit, lors d'un IPO, est-ce que ce n'est plus stratégie d'être pessimiste lors de valeur pour créer. Effet wow en termes de croissance N plus 1. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément lié à ce qu'on fait ici, mais c'est très très dangereux les IPO. Les IPO souvent, ça a beaucoup l'écho de l'effet de mode. Ok? C'est un peu ça, les IPO, de départ. Ok? Une société qui entre en IPO, la plupart du temps, la valorisation en ce moment-là n'est pas la bonne. Ce n'est pas souvent
on va dire, la vraie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas souvent la vraie. Il y a l'effet de mode. Il y a aussi l'effet sabotage. D'accord? Si vous avez, je prends par exemple le cas de Tesla. Pour ceux qui ont vu, quand Tesla est sorti en un jour, ça a pris près de 40%. Ok, c'est passé par exemple je crois que c'était de 135, je crois que c'est ça le prix d'émission, 135 dollars, à combien? À 240. Ok? Mais aujourd'hui, c'est à combien? C'est à moins de 135. Ça n'a même pas encore fait un mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'effet de mode. Tout le monde disait Tesla va aller sur la Lune, pardon, SpaceX va aller sur la Lune, etc. Tout le monde disait ça. Ça, c'est l'effet de mode. Ok? Ça crée de l'engouement. Tout le monde se rue dessus. Ce qui fait que ce n'est pas une vraie valorisation. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus l'effet de mode. La vraie valeur va se rattraper par la suite. Donc, la réalité du marché va faire rattraper la juste valeur. Vous voyez aujourd'hui, la valeur a totalement chuté. On passe de 240, maintenant peut-être à 120. Qui sait? Peut-être ça va même descendre jusqu'à 10 euros. Ça peut arriver, hein. Même jusqu'à 10 dollars. Et c'est comme tu dis, c'est beaucoup plus lié à l'effet waouh. L'effet waouh. Et il y a aussi l'inverse, hein. Il y a des sociétés, quand elles sortent, si les gens n'ont pas de l'intérêt pour ça, ah là c'est mort. Dès que ça sort, ça plonge. Ok? Vous allez voir une société, on dit de la capitalisation, je dis n'importe quoi. Il y a une société par exemple que Uber, enfin une société dans laquelle Uber investit, qui avait prévu une capitalisation, je crois, enfin un prix d'émission à 26 ou 27 dollars, je pense, de mémoire. Dès que c'est sorti, c'est redescendu à 20. Ok? Donc ça, c'est les deux situations qu'on peut avoir. Soit c'est un effet wow, soit c'est un effet ok? Ça plonge. D'accord, Obal. Bon, j'espère que j'ai bien renchéri sur ce que tu as dit. Ok, donc on tire vers la fin. D'accord? Donc je crois que là on est arrivé vers la fin. Bon, là j'ai déjà expliqué la notion de terminal value, etc. Donc ça, on a déjà vu ça. Ok. Bon, maintenant, ça, c'est le parcours qu'on va faire quand on va aller sur Excel, hein. Donc, il y aura beaucoup de cas pratiques, beaucoup de questions, beaucoup de quiz, beaucoup de... En tout cas, comme j'ai dit, on prend un moment pour la théorie. Ce qu'on a fait là, ça représente 5%, hein. C'est ce que je dis toujours. C'est vrai que on a l'impression que c'était long, mais ça représente 5%. La pratique représente beaucoup plus, ok? On va vraiment appliquer, faire des exemples, discuter, échanger, d'accord? Voir vraiment des cas pratiques. Ok. Bon, je vous épingle également les objectifs du jour pour ceux qui le peuvent, d'accord? Aidez-moi à donner de la visibilité au live, s'il vous plaît. Ok, donc c'est ce qu'on va voir justement quand on va arriver sur Excel. Bon, il y a quelques petites questions express, d'accord, liées à ce qu'on a discuté. Donc, on vous dit par exemple, est-ce que, je dis n'importe quoi ici, un bêta d'élevé doit-il être relevé si la société n'a aucune dette? D'accord? Quand on dit d'élevé ou bien élevé, c'est lié à la notion de dette. D'accord? Le bêta. Ok, donc si D divisé par E égale à 0, ça veut dire que la dette est égale à 0. Le bêta relevé est strictement égal au bêta d'élevé. Comme j'ai dit, ne rentrez pas dans ce moule-là. C'est de la statistique pure. Ok, on peut revoir ça par la suite, comment ça se calcule effectivement le bêta. D'accord. Et ici, on dit que la terminal value représente-t-elle une part mineure ou majeure de l'enterprise value? Donc, on a tous vu que c'est une part vraiment majeure. D'accord. Et peut représenter jusqu'à même 80% de la fair value. Et une dernière question, on dit un écart important entre le DCF et le multiple. Doit-il toujours être investigué? Oui. Ok. Quand on fait la valorisation, tous les écarts doivent être investigués, doivent être expliqués. D'accord? Au moins dans le mémo de valorisation. C'est pas pour dire que l'écart ou bien l'écart traduit le fait que la valorisation soit fausse. Non. Sauf qu'il faut quand même prendre la peine d'investiguer et d'expliquer. Ok? Donc là, on est arrivé à la fin. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, comme naturellement, comme ce qu'on fait toujours, c'est on va bien sûr euh, arrêter. D'accord? Est-ce que c'est ça aussi le but de pouvoir, bien sûr, faire une pause à ce qu'on fait? D'accord? On reviendra demain, bien sûr, pour une partie un peu plus pratique, vraiment
sur Excel. Ok, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va se dire bonne soirée. D'accord? On va se dire au revoir. On va se dire à toutes. Est-ce qu'il y a des software leaders dans le marché qui fournissent des vélos en fonction, enfin, des valos, c'est ça? Je crois que tu voulais dire valo. Est-ce qu'il y a des software leaders dans le marché qui fournissent des valos en fonction des inputs? Bon, là personnellement, je ne saurais pas dire. Ce qu'il faut faire, c'est juste de se poser la question. Est-ce que, selon les IFRS, donc pour ceux qui se rappellent, donc selon les IFRS, quand on a vu, il y a trois niveaux de classification. Donc il y a le niveau 1 pour les sociétés cotées. Ça, c'est sûr que tout le monde l'aura sur Internet. Sur Reuters, sur Refinitiv, sur Bloomberg, vous aurez des valorisations. Ok? Donc déjà pour le niveau 1, ce sera oui. D'accord? Maintenant, si on revient au niveau 2, on avait dit que le niveau 2, ici, la fair value est observée, mais pas directement, c'est indirectement, à travers des sociétés comparables. Donc, on va aussi dire que oui. Pourquoi? Parce que les sociétés comparables, on les aura aussi sur ces différentes plateformes-là. Ok? Maintenant, le niveau 3. Le niveau 3, c'est beaucoup plus lié à la spécificité de chaque entité. Ce qui fait que ça sera difficile au BAL, par exemple, d'avoir un logiciel. Certes, il y aura forcément des logiciels qui sont conçus, mais avec des paramètres, je pense, ça, je pense, c'est générique. Et ce sera des outils propres à chaque société de valorisation, à chaque société qui décide de comment elle procède, enfin, chaque société qui décide de son processus de valorisation, on va dire ça comme ça. D'accord? Ils auront des outils, on va dire, propres à eux. Donc, c'est un peu comme ça que je vois. Ce qui fait que avoir des softwares sur le marché qui traitent surtout du niveau 3, je doute fort. Ok, je ne connais pas, mais je doute fort. Déjà, en voyant les spécificités qu'il y a pour chaque entité, je doute fort. Maintenant, si tu me parles du niveau 1 ou bien du niveau 2, certes, oui, ça existe et c'est déjà très connu. Bloomberg, Refinitiv, Reuters, IQ Capital, etc. Ok, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Mais pour le niveau 3, c'est un peu difficile de se prononcer parce que justement les valorisations sont très très subjectives en ce moment-là. J'ai pris l'exemple du real estate tout à l'heure, le même exemple que tu as pris. Un agent immobilier, lui, va donner une valorisation. JLL, qui est une société très connue, robuste, avec tout ce que tu veux, aura aussi une autre valorisation. D'accord? Maintenant, ce sont ses propres outils qu'il va devoir customiser ou bien adapter selon ses process de valorisation. Ça, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, je pourrais pas dire si ça existe vraiment, mais je doute fort. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va dire au revoir et bonne soirée à vous. Merci Marion pour ta participation. Merci pour ton intérêt au live. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Non, bah, c'est ça le but, hein. C'est ça le but. C'est vraiment de transmettre le maximum possible. Comme j'ai dit, c'est gratuit. La seule chose que moi j'attends, bien sûr, de ceux qui sont dans le live, contribuez aussi, s'il vous plaît, pour donner un peu de dynamisme au live. Ça marche. Et du coup, tes lives, ils sont à quelle heure? Bon, actuellement, puisque je suis en congé, donc à 14h, je lance des lives, à 16h également. Mais normalement, sur mon profil, à chaque fois, je mets un planning. Ça marche. Ouais, j'ai suivi Ah, déjà, donc du oui, coup, je vais suivre le planning parce que bah, je pense que la pratique, ça va être encore plus intéressant et oui, t'apprends mieux. exactement. Il y a quelqu'un qui te pose la question hein, dans le panel si tu es dans le domaine. Ah oui, j'ai pas vu. Oui, oui, je suis dans le domaine. Oui, Exactement. oui. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous pouvez aussi envoyer des cadeaux dans le live, s'il vous plaît, faites-le. Comme je vous ai dit, c'est pas que je vous demande de faire des cadeaux, c'est juste pour que TikTok ne me bloque pas le live. Tout à l'heure, j'ai reçu des messages là de TikTok.
Et quand ils font ça, ça me bloque la visibilité. Donc, c'est votre participation qui va faire en sorte que TikTok me donne beaucoup plus de visibilité. Ok, donc merci. On va dire bonne soirée à tous et portez-vous bien. On va se dire à demain pour la suite. À demain. À demain. Ok. Bonne soirée, Monsieur Jack. Bonne soirée, Marion. Bonne soirée, Obal. Bonne soirée, Charlène. Et bonne soirée à l'autre personne qui est en mode privé. Ok. On va se dire à demain. Ciao, ciao.